Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente l'affaire Marion Wagon, une enquête de Vincent Sénécal. 29 ans que le mystère perdure. Le 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon, 10 ans, était kidnappée à la sortie de son école, en plein jour, dans le centre-ville d'Agen. Depuis, pas une piste, ou presque. Son visage rond, sa frange, chacun s'en souvient. Dans la mémoire collective, elle est la petite fille sur les briques de lait. Mais l'affaire elle-même, cold case aux 1000 zones d'ombre, est largement méconnue. Un quart de siècle plus tard, le magazine Le Nouveau Détective a donc refait l'enquête de terrain. Le reporter Vincent Sénécal a arpenté le quartier, questionné les acteurs du dossier, épluché chaque page de cet inextricable roman noir. Sa conclusion est sans appel. Si l'enquête reste ouverte à ce jour, c'est qu'elle avait très mal commencé. Retard à l'allumage, malchance en série, magistrat à côté de la plaque, théorie fumeuse. Les enquêtes du Nouveau Détective vous présentent l'autopsie d'un désastre. Épisode 3. Une piste sabotée par les juges. En une nuit, la peur a fait son nid. À l'école de la rue Sambel, on va maintenant chercher son enfant en toute hâte, tête baissée, avant de s'engouffrer dans sa voiture sans échanger un mot. La place de Marion, au premier rang de la classe de CM2, reste inoccupée. Sous le front soucieux des gamins, un tourbillon de questions. Un soir, le petit Johan demande timidement à sa mère « Dis maman, violer ce n'est pas tuer ?» De ces journées paralysées par le doute, la terreur, le soupçon, Dominique C. garde un souvenir atroce. C'est elle, l'après-midi de la disparition, qui a tenu compagnie à une Françoise Wagon effondrée. Elle, qui se propose pour héberger les deux grands, Gilles et Charline, alors que les policiers défilent chez eux sans discontinuer. La mère de Johan a confié au reporter de détective que les enquêteurs donnaient au Wagon un compte-rendu quasi quotidien de ce qu'ils faisaient, des pistes qu'ils exploraient. Ils étaient très humains. Ils avaient compris leur détresse. Roland Courdès encore plus qu'un autre, au point de repousser ses projets de retraite. Les premiers mois de la disparition, il nous a fait du bien mentalement, racontera Michel Wagon. Il venait le soir à la maison, à 18h. Et quand le père de la petite n'avait pas le moral, il pouvait passer à son bureau. Tant pis si les deux juges d'instruction, Colette Lajoie et Maryse Lemaine-Régnier, voyaient cette compassion d'un mauvais œil. Le tableau familial faisait trop de peine à voir. Françoise Wagon pleure sans discontinuer. Michel, pour sa part, souffre d'une fatigue extrême et d'un asthme qui s'aggrave. L'ouvrier se tue à mener son enquête personnelle, arpentant les recoins malfamés, décortiquant chaque coupure de presse ou reportage télé, sans parler de l'ambiance funèbre dans la résidence. Il faut dire qu'après le placement en garde à vue de plusieurs voisins, les rapports dans l'immeuble étaient devenus exécrables. Pour ne rien arranger, Noël approche. Dans les rues d'Agen, guirlandes et fanfreluches côtoient les avis de recherche placardés aux façades. Le contraste est glaçant. Et les policiers n'imaginent pas découvrir une nouvelle piste au pied du sapin. Ils ont tout fait, mobilisé chasseurs, gendarmes et militaires, survolé les campagnes alentours, les hameaux éloignés, les fermes isolées, exploré les collines, les grottes, les puits, les ornières. Les hommes de l'antenne agenaise de la SRPJ de Toulouse, eux, ont mis les wagons sur écoute, à l'affût d'une éventuelle demande de rançon. Ils passent et repassent en revue les pervers fichés et tous les barjots du secteur. Comme ce pédophile notoire surpris en possession d'une serpette, ou cet accro au film porno rôdant près de la maternelle, tout de cuir vêtu. Les enquêteurs épluchent tous les alibis à l'école, à la gym et au catéchisme. Remontent chaque voiture suspecte signalée, comme celle-ci, aux plaques allemandes, ou cette Peugeot blanche qui bloquait ce jour-là une rue du centre-ville. Autant d'impasses. Il leur faudrait donc un coup de chance. Et il va arriver.
C'est un témoignage spontané, début décembre 1996, qui débloque tout. Un livreur, président d'un club de CB, pour Citizen Band, des petits émetteurs radio très prisés des camionneurs, signale avoir surpris une étrange conversation sur les ondes le matin du 14 novembre. L'utilisateur, manifestement au volant en compagnie d'un autre homme, se serait enquis d'une route discrète pour se rendre à Agen. Son nom, Gilbert B. Un quinquagénaire pas très grand, un peu maçon, un peu veilleur de nuit, un peu pas grand-chose. Domicilié à Calviac en Périgord, un village perdu près de Carlux en Dordogne. L'homme a toujours vécu ici, entre les maisons de vieilles pierres typiques et les bois de chêne vert. Une habitante se souvient que ses parents habitaient une baraque isolée. Sa mère travaillait dans une usine de foie gras du village. Elle vivait dans la maison, mais le père restait reclus dans une cabane de l'autre côté du terrain. Il buvait beaucoup, une manie léguée à son fils. Où que frappe le reporter de détective, Gilbert B. lui est décrit comme un pauvre diable, un gars influençable, pas futé, mais pas méchant. Pas méchant, Gilbert? Cela reste à voir. Lorsque son nom arrive aux oreilles des enquêteurs grâce au témoignage du cibiste, l'homme vient d'être écroué à Tulle avec un complice, un certain Raymond S., pour le viol de sa belle-fille, âgée de 9 ans. Il l'aurait emmenée dans des carrières de pierre à 3 km de chez lui pour abuser d'elle. On parle aussi à demi-mot d'attouchement avec plusieurs autres fillettes, ainsi qu'une collection de petites culottes. Un suspect d'autant plus intéressant qu'il conduit une petite auto blanche genre Super 5. Une voiture toute pourrie avec une ancienne CB sur le toit, se souvient un fermier. Peut-être l'une des nombreuses petites autos blanches suspectes signalées le 14 novembre dans le secteur. Hélas, on ne le saura jamais. Mise en vente par sa fille après l'incarcération de son père, la voiture est retrouvée chez son nouveau propriétaire avec la banquette arrière en partie calcinée. La jeune femme explique qu'elle l'a brûlée parce qu'elle était tachée, sans plus de précision. Quant au carton de petites culottes, ultime des veines dans ce dossier, les éboueurs se sont chargés de le faire disparaître. Reste l'absence d'alibi de Gilbert B. Personne ne l'a vu ce jeudi-là. Bizarrement, il ne traînait pas au PMU avec ses copains de pétanque comme chaque jour. À une première garde à vue, à Tulle, succède une confrontation avec le cibiste témoin au cours de laquelle Gilbert B., mal à l'aise, s'enferme dans ses dénégations. Alors qu'en mars 1997, le visage de Marion est imprimé sur 10 millions de packs de lait vendus dans tous les supermarchés de France, les policiers de la SRPJ veulent battre le fer tant qu'il est chaud. Creuser cette piste, la première depuis des mois. C'est sans compter le croche-patte qui les attend. Une petite perfidie, comme la justice en a le secret. Le 21 avril 1997, coup de théâtre. Sans explication aucune, les deux juges d'instruction dessaisissent les policiers au profit des gendarmes de la section de recherche d'Agen. L'enquête est confiée au lieutenant-colonel Michel Louvet, avec qui la juge Lemaine-Régnier entretient, dit-on, des rapports privilégiés. Les policiers enragent. Leurs investigations sur Gilbert B. sont stoppées net. Une décision totalement incohérente, une humiliation, une injustice profonde, dénonce un haut placé de la PJ dans les colonnes de Sud-Ouest. Il y a derrière cette mesure comme des relents de règlement de compte. D'ordinaire, ce genre de mesure découle d'un manque de résultats, ce qui, on l'a vu, n'est pas vraiment le cas. Alors, pourquoi ce changement brutal de service d'enquête ? Dominique C., la mère du petit Johan, croit le savoir. Selon elle, les policiers auraient vite compris que les parents de Marion n'avaient rien à voir avec la disparition de leur fille, ce qui a expliqué leur dessaisissement. Contactés par le magazine Détective, les policiers ont refusé de s'exprimer par respect pour les époux Wagon. Mais plusieurs sources locales nous l'assurent. Si les juges ont écarté les hommes de la SRPJ, c'est qu'ils étaient trop proches du vrai coupable à leurs yeux. On croirait un remake de l'affaire Grégory. Comme jadis, le juge Lambert martelait « c'est la mère ». Les magistrats dans l'affaire Marion s'intéressent en vérité depuis le début au père.
Un gars du Nord aux origines ouvrières, donc dans leur esprit étriqué, forcément violent. Mais pourquoi et surtout comment aurait-il fait disparaître sa fille alors qu'il l'attendait pour déjeuner, entouré de sa femme et ses enfants? C'est absurde. Comme Christine Villemain avant lui, Michel Wagon pâtit des préjugés idiots de magistrats inexpérimentés. Et comme jadis sur la Vologne, l'enquête s'apprête à s'enliser, à tout jamais. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.